Bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur YouTube, d'autant que déjà depuis 2 ans, je vous avais un peu délaissé et je vous prie de m'en excuser. Mais c'était pour une bonne cause, l'écriture et la publication de mon roman « L'oreille d'Aton ». Dans cette vidéo, je me propose de vous donner les arcanes de mon roman, sa genèse. J'en profite pour remercier mon filleul Gabriel ainsi que ses parents pour la ring light qu'ils m'ont offerte à Noël et que j'utilise ici pour la première fois. Mais tout d'abord, pour ceux qui préféreraient lire le roman dans un premier temps, puis revenir à cette vidéo pour en connaître la méthode de construction, je vous en donne les références. Vous le trouverez sur Amazon en saisissant L'oreille d'Aton roman. Vous verrez alors ma première de couverture avec, en plus du titre du livre broché et de mon nom, Jean-Luc Camillery, la grande pyramide et la lune rousse au-dessus. Quelques détails physiques. Ces dimensions sont classiques. 15,24 cm de large, 22,86 cm de haut et 18,5 mm d'épaisseur. Il est en français et possède 320 pages. Le synopsis. Akhénaton, pharaon de la 18e dynastie, reçoit du dieu Aton, une nuit, des instructions pour fabriquer un objet pouvant modifier l'écosystème. Au petit matin, il récite de mémoire ces instructions que son physicien grave sur une tablette d'argile. 10 jours plus tard, lors du rituel du Nil, Pintou apporte à Pharaon ce qu'il lui a demandé, l'oreille d'Aton. Tablette et oreille circulent en divers lieux et en diverses époques. L'histoire se termine par le vote d'une résolution aux Nations Unies. Je vais vous exposer brièvement mon organisation de travail, ma méthode. Première phase, l'idée. C'est la phase cruciale. Il faut trouver une idée originale et dont on n'a donc jamais entendu parler. La durée de cette phase est très variable. Elle peut être de quelques minutes à quelques années. Il m'est vite apparu que l'on écrit d'autant mieux une histoire qu'on l'a en grande partie vécue. Et autre point important, pour ce qui me concerne, plus je lis et plus j'écris aisément. Pour vous donner un exemple, j'ai passé dans les années 90 1 an à Missoula, Montana, aux États-Unis, et plus particulièrement, je logeais dans son district universitaire. J'y ai rapidement gagné 2 amis, tous 2 professeurs de littérature française et, fait amusant, ils avaient tous 2 axé leurs thèses respectives sur le postmodernisme. J'étais aux anges. Ils m'avaient pris sous leurs ailes protectrices et surtout m'ont permis de préparer pour leurs étudiants de master en littérature française des présentations d'auteurs et de certaines de leurs œuvres. Missoula et le Montana, ainsi que son université, apparaissent dans mon roman, lorsqu'une équipe internationale de chercheurs y fait des prélèvements. Pour l'idée du roman, depuis très jeune, l'Égypte des pharaons me fascine, et adolescent, j'ai littéralement avalé les livres de Christian Jacques ou encore la campagne de Napoléon dans ce pays. Puis, jeune homme, j'ai économisé et ainsi j'ai pu visiter physiquement l'Égypte du nord au sud. Pour ceux qui n'ont pas pu faire le voyage, je dois vous avouer qu'on ne rentre pas impunément dans la grande pyramide de Khéops. On en sort changé. Idem lorsque je suis allé à Jérusalem et que j'ai marché dans les pas du Christ. Ainsi, j'ai utilisé mon expérience de Jérusalem et de Bethléem dans mon roman, et bien d'autres endroits du monde où je me suis un jour rendu. Donc, l'Égypte s'imposa à moi. Enfant, j'avais été, comme des millions d'autres personnes, subjugué par la découverte du tombeau de Toutankhamon et par l'histoire de ce jeune pharaon. Mais, à l'adolescence, ce n'était plus le faste et les ors qui m'interpellaient, mais bien plutôt la spiritualité. Je vous rappelle mes vidéos sur le combat spirituel, la prière du matin ou prière des Templiers, mais aussi celle sur le thème de la vie après la mort.
C'est ainsi que le pharaon Aménophis IV, ou Akhénaton, retint toute mon attention. Ce fut un pharaon iconoclaste et le seul pharaon d'Égypte à avoir une vision monothéiste, le culte du dieu solaire Aton. En consolidant mes connaissances sur la 18e dynastie, celle à laquelle appartenait Aménophis IV, je pressentis que notre culture occidentale, nos mœurs et nos coutumes étaient imprégnées en réalité de cette Égypte antique. En bien des points, cela pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. Ainsi, le thème de mon roman s'ébauchait. J'avais une unité de temps, celle d'Akhénaton, un lieu, l'Égypte antique, un sujet de conflit intérieur, l'écologie versus ma capacité à polluer, ainsi que mon goût prononcé pour la recherche, ma participation à des recherches sur l'armement pendant 17 ans et ma formation en homéopathie uniciste. Pour ceux qui s'y intéressent, vous trouverez facilement quelques-unes de mes vidéos sur le sujet. Mais aussi un certain fatalisme sur la fin programmée de notre espèce dans les quelques décennies à venir. Je vous renvoie à cet excellent livre de Jared Diamond, Effondrement, comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, paru chez Gallimard en 2006. Deuxième phase, le titre. Il doit être percutant. C'est en observant des photographies que j'avais prises en Égypte et plus particulièrement au musée égyptien du Caire que je remarquais pour la énième fois les oreilles d'Akhénaton, prodigieusement longues. Si vous observez des images de ce pharaon, cela vous sautera aux yeux, si je puis dire. En fait, une autre pensée que vous aurez aussi peut-être sera la forme androgyne de son corps. L'androgyna est un autre thème sur lequel je souhaite faire une vidéo depuis des années pour vous. Cela viendra, Inch'Allah, comme diraient mes amis musulmans. Bref, à cet instant, vous devez tendre l'oreille. Or, comme je l'ai observé à partir d'une statuette en pierre, et Akhénaton était le représentant d'Aton sur Terre, le titre était tout trouvé et serait l'oreille d'Aton. D'où la troisième phase, l'originalité. Étant l'oreille d'un dieu, elle ne pouvait qu'être magique et avoir des pouvoirs d'une puissance inouïe. Vouant une admiration sans borne aux équilibres que trouve à chaque instant Dame Nature, songez à notre échelle individuelle à l'homéostasie de nos corps qui s'ingénie à chaque seconde à réguler notre température, notre pression artérielle, notre hygrométrie, etc. Cette oreille aura le pouvoir de faire porter des fruits à tous les arbres. En fait, la guerre de reconquête de l'Ukraine par Vladimir Poutine et les misères quotidiennes depuis plus de 3 ans infligées à ce peuple intelligent et à la mentalité très occidentale que forment les Ukrainiens ne me laissent pas l'esprit en paix. Et c'est en pensant à eux, ne voyant intellectuellement aucune solution viable à ce conflit, que j'ai songé que seule une intervention divine ou magique pouvait permettre l'arrêt des tueries et la reconstruction de l'Ukraine, et c'est le résultat, entre autres, qu'obtient l'oreille d'Aton dans le roman. Quand la réalité nous semble trop lourde à supporter, on peut toujours se réfugier dans la fiction. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles l'on devient écrivain. Mais toute médaille ayant son revers, avec une pensée affectueuse pour mes amis juifs de Martinique, le pendant négatif de l'oreille d'Aton est que, utilisée avec de sombres desseins, elle est aussi capable de détruire les écosystèmes. Et c'est là le nœud de l'intrigue. Les phases suivantes pour la construction de ce roman sont plus techniques, relevant de la méthodologie. 4e phase, l'arbre programmatique. Avec 4 branches, sous la forme de 4 colonnes, dans la première colonne, je listerai les événements qui se déroulent en Égypte. Dans la seconde colonne, ceux qui se déroulent sur le sol des États-Unis. Dans la suivante, les événements dans les autres pays, France, Suisse, Allemagne, Israël, Palestine, Brésil, Soudan.
La 4e colonne est réservée à la légende, rappelant les éléments organiques et méthodologiques charpentant l'intrigue. Les numéros ordinaux des chapitres, les numéros d'apparition chronologique des chapitres et donc des événements qui les sous-tendent. Car, vous l'avez compris, l'histoire est multitemporelle. Elle se développe sur plusieurs périodes de notre histoire et en divers lieux, chaque période et chaque lieu apportant une pierre à l'édifice, délivrant des informations pour comprendre ce qui suit et justifier ce qui précède. Les numéros reliant chaque chapitre à sa documentation. J'ai rendu cette documentation sous Word puis en PDF interactive à partir de son sommaire. Des lettres, T pour tablette, OA1 pour l'oreille d'Aton originale, OA2 pour l'oreille fabriquée par un scientifique dans un laboratoire secret de la CIA, ou encore OA lorsque les deux objets circulent simultanément. C'est comme ça qu'ils apparaissent également dans le roman. J'utilise OA1, OA2 et OA. Ainsi, je ne me mélangeais pas les pinceaux. Notez qu'avec cette approche qui peut paraître contraignante, une histoire complexe a vu le jour. Finalement, je dois vous avouer que la mise en place de cette méthodologie de construction m'a pris autant de temps que l'écriture elle-même. Mais sans ce support, sans cette aide, je n'aurais jamais été capable d'écrire une histoire multitemporelle qui coule de source pour le lecteur. L'oreille d'Aton est ce que l'on appelle une uchronie, c'est-à-dire un récit d'événements fictifs à partir de points de départ historiques. Akhenaton, le pape, son camerlingue, l'enfant Jésus, le directeur de la CIA, le directeur adjoint du FBI, le directeur du Metropolitan Museum of Art de New York, la directrice du CERN à Genève, la présidente de l'ONU de Genève, le directeur de l'Institut de pharmacologie et de biologie structurale de Toulouse, etc., existent vraiment dans leurs fonctions, sauf que les personnages qui les jouent dans le roman sont purement fictifs et les actions que je prête à ces fonctions sont totalement inventées, ce qui nous amène à la 5e phase, l'imaginaire. Jour après jour, les muses chuchotant à mon oreille, je progressais dans l'invention de l'histoire. Au fur et à mesure, je plaçais un nouveau numéro et un titre pour chacun des chapitres que j'aurais à écrire, ainsi qu'une date et une heure précise. Ayant personnellement voyagé et séjourné dans les différents lieux qui se présentaient d'eux-mêmes pour nourrir l'intrigue, il m'était aisé de les écrire dans mon histoire. Simultanément, je travaillais sur mon fichier des actants. C'est la 6e phase, les personnages. J'ai voulu mes personnages hauts en couleur. Ainsi, Joseph et Marie, ainsi que Jésus nourrisson, sont presque plus vrais que nature, et ainsi ne devaient pas choquer le lecteur pointillé sur les références des grandes figures bibliques, tout comme les 3 rois mages, ou encore le mercenaire qui, par le meurtre, va récupérer l'oreille d'Aton originale. Je passais ainsi allègrement, en fonction de ma sensibilité et de mes goûts du moment, de la 5e à la 6e phase, mais aussi alternativement et par besoin basique à la 7e phase, la documentation. L'histoire de l'oreille d'Aton se déroulant sur diverses périodes de l'histoire humaine, avec un grand H, réclame énormément de connaissances. N'ayant pas la science infuse, chaque lieu, chaque période, chaque institution et personnage ont dû être minutieusement étudiés. Ce qui a donné naissance à une documentation de presque 600 pages en tout petit caractère, comme je l'exposais au début de cet entretien, que j'ai eu la bonne idée de rendre interactive, de telle sorte que chaque fois qu'un lieu, une période ou un personnage se manifestait dans l'histoire, j'avais un accès direct aux infos indispensables dans un fichier sur mon smartphone. Donc pour récapituler mon mode de fonctionnement, les 4 grands supports construits et utilisés sont 1. L'arbre programmatique à 4 colonnes que je bâtis au fur et à mesure de l'inspiration. 2. Une fiche détaillée des personnages. Je dois être capable de penser
comme chacun d'eux le ferait. 3. Une fiche contenant les chapitres dans l'ordre chronologique. 4. La documentation la plus complète possible. Pour terminer, et espérant vous donner envie de lire L'oreille d'Aton, je vais vous énumérer les thèmes de connaissances que j'ai dû ingurgiter pour pouvoir écrire ce livre. Installez-vous confortablement. La tombe d'Akhénaton. Tomodensitométrie en archéologie. Holding pharmaceutique. Nécropole d'Amarna. Découverte par une équipe italienne d'archéologues. Forêt malade en Alaska. Vie d'un chantier de fouilles. Tombeau d'Akhénaton. L'archéologue italien 1893-1894. Il s'agit de Barsanti. Laboratoire de biophysique structurale de Toulouse. Vol Cayenne-Toulouse. Rock Creek Park. Les caractéristiques d'une communication efficace. Les principes de base de la communication. La communication interespèces. Sensibilité et communication des arbres. Comment se connecter à la nature. Utilisation de l'arbologie. Est-ce que tout le monde peut parler avec un arbre? La communication avec les arbres en conscience. Une pratique simple pour parler avec un arbre. Se connecter à l'esprit d'un arbre. Le langage et communication des arbres. Ce que vous ignoriez des arbres. Akhénaton, le pharaon hérétique. Amarna, la ville nouvelle d'Akhénaton. Toutankhamon et la fin de l'hérésie. Akhénaton, pharaon rêveur et passionné. Aménophis IV. Akhénaton, le serviteur d'Aton. Les crues du Nil. Mérier, grand prêtre d'Aton. Pantou, médecin en chef d'Akhénaton. Le culte d'Aton. Le Camerlingue de la Sainte Église romaine. Butte, la ville au bord du gouffre. Crue du Nil. Le Cerne de Genève. Le projet Merway, Soudan. Bellevue, Seattle. The Met Fifth Avenue. Aéroport international de Seattle, Tacoma. Photo cabine téléphonique, Le Caire. Téléphoner du Caire. Bethléem. CIA. Labo de la CIA. Les Nations Unies de New York. Université du Montana. Fabriquer son amplificateur audio. Vol Toulouse-Washington. Porto Velho, Brésil. Le journal télévisé en Égypte. La momification dans l'Égypte antique. Pentagone et département de la Défense. La garde rapprochée d'Akhénaton. Crue du Nil et levée de Sirius. Le Nil à l'origine de l'Égypte antique. Histoire de la maîtrise de l'eau en Égypte. Crue du Nil, saluée Hapi. L'hymne au Nil. Calendrier de l'Égypte antique. Marquage du temps dans l'Égypte antique. Le calendrier égyptien. Les heures archaïques. La pratique des rituels dans l'Égypte antique. Les dessous des rites funéraires de l'Égypte antique. Akhénaton, bibliographie. Lever et coucher du soleil en Égypte. Acronyme des États et capitales aux États-Unis. Égypte antique, comment momifier un cadavre en 70 jours. Crue du Nil dans le détail. Aéroport de Cayenne, Félix Éboué. Les routes de Guyane. Aéroport international Toulouse-Blagnac. Chaîne d'infos en continu, côte est des États-Unis. Aéroport international de Washington DC. Les Rois Mages. Tout savoir sur le triathlon. Complexe des sciences au campus 1000 de l'Université de Montréal. Voilà, chers amis, j'espère sincèrement que cette présentation de mon roman L'oreille d'Aton, c'est le second et j'ai commencé à travailler sur le troisième. L'oreille d'Aton et de sa technique d'élaboration vous aura intéressé. Mon roman est disponible sur la plateforme Amazon. Je vous en souhaite bonne lecture. Vos retours et commentaires seront les bienvenus. À bientôt.